Le pays considéré comme le plus pêcheur, celui dont la réputation n'a cessé de faire couler de l'encre et de susciter toutes sortes de controverses, reste une terre aux 1000 visages, une réalité profondément complexe et fascinante. La Chine. La vie quotidienne qui s'y déroule, ses traditions, ses paradoxes, tout cela forme un tableau riche d'une diversité infinie, digne d'un récit épique ou d'un film d'aventure. La Chine, véritable dragon de l'Asie, fascine autant qu'elle intrigue, et si l'on voulait explorer chaque recoin, chaque village, chaque cité, on pourrait y consacrer toute une vie sans jamais en saisir pleinement l'essence. Ce territoire immense, capable d'engloutir à lui seul l'ensemble de l'Europe sur sa carte, s'étend sur une superficie de 9 600 000 km², ce qui en fait le 3e plus grand pays au monde. Sa grandeur n'est pas seulement une question de chiffres, mais aussi de distances impressionnantes. De la côte orientale jusqu'à ses confins occidentaux, la route d'un bout à l'autre dépasse largement 5000 km. C'est une distance plus grande encore que le trajet entre New York et Los Angeles, ou entre Kansas City et la côte est américaine. Grâce à cette superficie colossale, la Chine partage ses frontières avec 14 pays différents. Un record mondial qui témoigne à la fois de sa position géographique, stratégique et de la complexité de ses relations avec ses voisins. Lorsque l'on compare la Chine aux autres géants planétaires, il peut surprendre de constater que la superficie de cette nation et celle des États-Unis sont presque identiques. Pourtant, en raison de leur configuration géographique, de leur développement économique et de leur histoire, ces deux pays sont perçus de manière radicalement différente. La Chine est une terre de contrastes saisissants où cohabitent des paysages et des climats aux antipodes. On y trouve les sommets majestueux de l'Himalaya, culminant avec l'emblématique mont Everest, qui domine la silhouette du pays, ainsi que les vastes déserts arides de Xinjiang, où le soleil brûle sans relâche. Plus au sud s'étendent les terrasses agricoles de la province de Guizhou, véritable chef-d'œuvre d'ingéniosité humaine, sculptées dans la montagne pour cultiver le riz ou d'autres cultures. L'île tropicale de Hainan offre ses forêts luxuriantes et ses plages de sable fin, contrastant avec la dépression de Turpan, qui plonge à plus de 150 mètres en dessous du niveau de la mer, dans une terre presque martienne. Cette diversité géographique se traduit également par une grande variété climatique. Dans le nord, en hiver, les températures chutent souvent jusqu'à moins 20 degrés Celsius, enveloppant la région d'un froid mordant et d'un vent glacé. À l'inverse, dans le sud, le climat reste doux et agréable toute l'année, évoquant presque une ambiance de Floride avec des étés chauds et humides et des hivers modérés. La Chine, aujourd'hui, compte près de 1,4 milliard d'habitants, ce qui représente environ 18% de la population mondiale. Autrement dit, une personne sur 5 sur Terre est chinoise, un chiffre qui illustre à quel point cette nation est peuplée et incontournable. Le pays est habité par une mosaïque d'ethnies, avec au total 75 groupes reconnus officiellement, mais la majorité absolue de la population appartient aux Han, qui constituent plus de 90% des habitants. Les autres minorités ethniques, chacune avec ses propres coutumes, ses traditions et ses langues, ajoutent encore à la richesse culturelle de la nation. Parmi elles, les Tibétains qui vivent dans les montagnes majestueuses du plateau tibétain, les Hui musulmans présents dans le nord-ouest, ou encore les Mandchous, originaires du nord-est, chacun contribuant à tisser la tapisserie complexe de cette société plurielle. La langue officielle, le putonghua, également appelé chinois standard, est parlée par plus d'1 milliard de personnes, ce qui en fait la langue la plus répandue sur la planète. Pourtant, cette unité linguistique ne doit pas masquer la diversité des dialectes, parfois si différents qu'un habitant de Shanghai peut avoir du mal à comprendre un locuteur de Canton ou Guangdong. Pour ceux qui ont étudié le chinois, cette complexité est encore plus évidente. Un seul caractère peut se prononcer de plusieurs manières, parfois plus de 10, selon le contexte ou la tonalité employée. Le mot matcha
par exemple, peut désigner la mer, un cheval ou encore une réprimande simplement en changeant la tonalité. Il n'est pas surprenant que l'on qualifie souvent la Chine de gigantesque dragon asiatique, tant sa puissance et sa transformation spectaculaire fascinent et impressionnent à travers le monde. Mais qu'est-ce qui a permis une métamorphose aussi prodigieuse, une évolution si rapide et si remarquable? C'est une question complexe à laquelle nous consacrerons une analyse approfondie dans la 9e section de cette réflexion. Restez donc attentifs car les réponses seront riches et détaillées. Passons maintenant à un deuxième point qui dévoile une facette souvent méconnue de la Chine moderne. Les femmes chinoises, depuis longtemps, suscitent l'admiration pour leur beauté délicate, leur grâce raffinée et leur charme captivant. Leur peau claire, leur silhouette élancée et leurs traits harmonieux incarnent à merveille l'esthétique propre à l'Asie de l'Est, où l'harmonie et la subtilité sont valorisées dans la conception de la beauté. Ce qui surprend souvent, c'est la grande diversité de leur apparence selon les régions. En effet, les femmes du Nord sont généralement plus grandes, avec des traits du visage plus marqués et expressifs, reflets d'un tempérament plus robuste et d'un héritage génétique distinct. À l'inverse, celles du Sud, telles que dans les provinces de Guangdong, Yunnan ou la métropole de Shanghai, ont tendance à être plus petites, avec une douceur naturelle et une beauté plus douce, presque fragile. Certaines régions, comme le Sichuan, Yunnan ou Shanghai, jouissent depuis longtemps d'une réputation enviée, car elles abritent une multitude de femmes réputées pour leur beauté exceptionnelle. Mais leur attrait ne se limite pas uniquement à leur apparence physique. La véritable fascination qu'elles exercent dépasse souvent le simple aspect extérieur. La grâce naturelle, leur comportement élégant, leur capacité à se comporter avec aisance dans la société contribuent de grandement à leur charme. Au-delà de leur beauté, ce qui séduit également, c'est leur profonde compréhension des valeurs traditionnelles mêlée à un regard résolument tourné vers la modernité. Ces femmes sont souvent considérées comme travailleuses, dévouées à leur famille, respectueuses de leurs racines, tout en étant également indépendantes, ambitieuses et ouvertes aux opportunités professionnelles. Dans la société contemporaine, en particulier dans les grandes métropoles comme Pékin, Shanghai ou Guangzhou, un nombre croissant de femmes cherchent à réussir dans leur carrière, à prendre soin d'elles-mêmes et à aborder la vie sentimentale avec une ouverture d'esprit nouvelle. Elles n'hésitent plus à exprimer leurs opinions, mais toujours avec douceur et tact, évitant toute forme d'agressivité ou d'imposition. C'est précisément cette attitude de sincérité et de finesse qui explique en partie pourquoi, aujourd'hui, un nombre important de femmes chinoises choisissent de se marier avec des étrangers. Selon les statistiques recueillies au cours de la dernière décennie, chaque année, entre 10 000 et 21 000 femmes chinoises convolent en secondes noces avec des partenaires venus d'ailleurs. Souhaitez-vous rencontrer et éventuellement épouser une femme chinoise d'une beauté remarquable? Si tel est votre désir, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec le chiffre 4. Nous vous révélerons alors le secret pour conquérir leur cœur. Un secret dont peu de gens parlent, mais qui pourrait tout changer dans votre approche. Passons à un troisième point, qui dévoile une facette à la fois surprenante et amusante de la Chine contemporaine. Imaginez, un iPhone pour seulement 10 €, un sac Louis Vuitton à 20 €. Cela peut sembler incroyable, voire irréel, mais c'est une réalité bien connue dans certaines régions du pays. En Chine, il est tout à fait possible d'acheter des produits de marque, tels que des téléphones, des sneakers Nike ou des sacs de luxe comme ceux de Louis Vuitton, à des prix dérisoires par rapport à leur valeur réelle. Parfois, ces copies sont si bien réalisées qu'elles rivalisent avec l'original, voire dépassent la qualité de certains articles authentiques. Les villes de Shenzhen ou Yiwu sont devenues tristement célèbres pour leur marché foisonnant de marchandises contrefaites. Yiwu, en particulier, est considéré comme le plus grand centre mondial de produits piratés, un véritable supermarché des copies. Là, l'on peut dénicher toutes sortes de reproductions,
allant des vêtements, des sacs, des montres ou des téléphones, jusqu'aux composants électroniques complexes, souvent fabriqués avec une précision étonnante. Il existe même des zones commerciales spécialisées dans la vente de contrefaçons de classe A. Ces copies si parfaites qu'il faut parfois un examen attentif pour distinguer la copie de lot. Malgré les différends liés aux droits d'auteur, ces reproductions attirent un nombre considérable de touristes locaux, fascinés par la tentation de posséder une copie presque parfaite de l'original. Qu'il s'agisse d'une paire de baskets ou d'une réplique miniature de l'Europe, la Chine a su démontrer avec insistance cette vérité simple mais implacable. Lorsqu'un objet ou un symbole devient célèbre, il devient inévitablement la cible d'une reproduction. Parfois, ces copies surpassent même en popularité ou en vente l'objet véritable qu'elles imitent, séduisant un public avide de produits à la fois abordables et accessibles. Cette réalité soulève une question intrigante. Que penser de cet univers de faux et de copies? Que ressent-on face à cette prolifération de copies qui mêle à la fois la fascination, la critique et l'émerveillement? Si vous avez déjà rencontré quelque chose qui, tout en étant étrangement familier, semblait un peu différent, écrivez le chiffre 6 dans les commentaires. Cette petite touche de familiarité déconcertante, cette version légèrement modifiée d'un objet ou d'une idée, évoque une sensation à la fois déroutante et amusante. Mais il faut attendre, car il y a encore davantage à découvrir. En Chine, un marché encore plus étonnant existe, celui du mariage, qui ne cesse de surprendre par ses particularités et ses particularités. N'oubliez pas de consulter la 7e information pour en apprendre davantage à ce sujet. Passons maintenant à la 4e anecdote. En Chine, plus de 35 millions d'habitants vivent encore dans des habitations souterraines ou troglodytes. Ces constructions uniques, souvent taillées directement dans la roche ou bâties à flanc de montagne, témoignent d'une tradition ancienne et ingénieuse. Les temples ou résidences perchées au sommet de montagnes ne sont pas rares, notamment dans les régions montagneuses élevées telles que le Tibet ou l'ouest du pays. Ces habitations ont été conçues initialement pour offrir une protection contre les inondations et les agressions extérieures, en s'abritant dans des zones difficiles d'accès. Parmi les exemples emblématiques figure la montagne Piwa, où des maisons et des temples sont construits directement sur les falaises de l'une des 5 montagnes sacrées de la Chine, offrant des panoramas à couper le souffle et un climat agréable. Plus encore, dans des régions rocheuses et escarpées, comme dans les provinces du Guangxi ou du Sichuan, il n'est pas rare de voir des villages perchés sur les pentes abruptes tels que Pengan ou la vallée de Huangxian. Ces sites, d'une beauté saisissante, semblent tout droit sortis d'un rêve. L'œil du voyageur est captivé par la simplicité presque magique de ces lieux. Leur sérénité et leur atmosphère mystérieuse donnent l'impression d'avoir pénétré dans un autre monde, où le temps semble suspendu. En outre, il existe en Chine une facette peu connue, mais tout à fait remarquable, la vie dans des habitations troglodytes traditionnelles, appelées yaodong. Plus de 35 millions de personnes vivent encore dans ces cavités naturelles ou façonnées dans la roche, principalement sur le plateau forestier de Shaanxi, ainsi que dans les provinces de Shaanxi et de Gansu. Ces habitations, creusées directement dans les versants de collines ou de montagnes, présentent une architecture unique, mêlant ingénierie ancienne et adaptation à un climat rigoureux. Certaines sont simplement excavées dans la terre, tandis que d'autres sont des structures arquées, construites à partir de terre compactée. Leur conception particulière leur confère des qualités thermiques exceptionnelles. Elles retiennent la chaleur en hiver tout en restant fraîches durant l'été, ce qui en fait un refuge idéal face aux conditions climatiques extrêmes de la région. La 5e particularité concerne le réseau Internet chinois, contrôlé par un système connu sous le nom de la Grande Muraille de Feu. Comme évoqué précédemment, avec une population de plus d'1,4 milliard d'habitants, il n'est pas surprenant que la Chine ait créé un univers numérique à part entière, une sphère où ses propres règles s'appliquent.
La Grande Muraille de Feu, terme inventé par les médias occidentaux, désigne un réseau de contrôle sophistiqué élaboré par le gouvernement chinois pour réguler l'accès à Internet. Ce système comprend divers outils techniques, des services spécialisés et une législation stricte, tous destinés à empêcher les citoyens d'accéder à certains contenus en ligne jugés indésirables ou nuisibles pour la sécurité nationale ou la stabilité sociale. Son origine remonte à 1996, lorsque fut lancé le projet nommé Golden Shield, ou bouclier d'or. En conséquence, une majorité de personnes se voient contraintes d'utiliser exclusivement des services nationaux, car l'accès aux plateformes étrangères leur est systématiquement barré. Depuis l'année 2009, des sites aussi populaires que Facebook et YouTube sont totalement inaccessibles en Chine, empêchant ainsi les utilisateurs locaux de profiter de ces réseaux mondiaux. La même année, Google a connu un sort similaire, étant privé de toute présence officielle sur le territoire chinois. Bien que des géants comme Amazon soient présents dans le pays, ils doivent faire face à une concurrence féroce de la part de plateformes contrôlées par l'État qui dominent désormais le marché local. Face à cette situation, il devient légitime de se demander quels services utilisent alors les internautes chinois en remplacement de ces géants mondiaux. La réponse se trouve dans l'émergence d'un véritable univers numérique intégré, incarné par la super application WeChat, qui s'est imposée comme le centre névralgique de la vie connectée en Chine. WeChat, souvent désigné comme la super app, numéro 1 du pays, rassemble en un seul espace virtuel une multitude de fonctionnalités indispensables à la vie quotidienne. Messagerie instantanée, réseaux sociaux, portefeuille électronique, prise de rendez-vous, shopping en ligne, paiement de taxes et bien davantage encore. La puissance de cette application réside dans sa capacité à centraliser des services variés, transformant ainsi l'expérience utilisateur en une véritable extension de son quotidien. Perdre l'accès à WeChat équivaut, pour beaucoup d'internautes, à se retrouver privés d'un membre essentiel de leur vie numérique, voire de leur vie tout court. Certains disent qu'oublier son portefeuille est une petite défaillance, mais perdre WeChat, c'est comme perdre une partie intégrante de son existence. La plateforme est devenue le réseau social le plus populaire, un espace où se croisent célébrités, représentants du gouvernement et millions de citoyens ordinaires. Son rôle dépasse celui d'un simple média social, car elle tisse un lien étroit entre l'individu et l'État, tout en étant aussi convivial qu'un Twitter ou qu'Instagram, mais avec une portée bien plus vaste et intégrée. Par ailleurs, le moteur de recherche principal en Chine n'est autre que Baidu, qui a su prendre la place de Google, autrefois incontournable. Cependant, cette plateforme ne se limite pas à la simple fonction de recherche. Elle propose également une gamme étendue de services numériques, comprenant le stockage dans le cloud, la cartographie, les technologies de véhicules autonomes et l'intelligence artificielle. En réalité, Baidu s'impose comme le concurrent direct de Google sur le marché intérieur, rivalisant avec lui sur plusieurs fronts technologiques. Selon diverses statistiques, des dizaines de millions, voire des centaines de millions de Chinois utilisent quotidiennement des VPN ou des programmes similaires pour contourner le grand firewall, cette muraille numérique qui isole leur pays du reste du monde. Mais cette pratique, si courante, devient de plus en plus difficile à maintenir chaque année, car le système de régulation de l'espace numérique s'affine continuellement. La gouvernance stricte de l'Internet par l'État, qui détient un monopole quasi absolu dans ce domaine, explique en grande partie pourquoi, dans une nation comptant une population de plus d'1,4 milliard d'habitants, une personnalité publique peut disparaître du jour au lendemain sans prévenir, dans l'indifférence ou la silenciation totale des médias officiels. Passons maintenant à un autre aspect de la culture chinoise, la modernisation d'une tradition ancestrale, celle du brûlage de l'argent de papier. Cette pratique, profondément enracinée dans l'histoire spirituelle du pays, est intimement liée au culte des ancêtres et à la mémoire des défunts. Selon la croyance populaire,
En brûlant des objets en papier, que ce soit de l'argent sacrificiel, des chevaux, des vêtements, des maisons ou d'autres biens, les vivants peuvent transmettre des ressources matérielles à leurs proches disparus. Le but étant que ces derniers puissent vivre dans l'au-delà, dans la prospérité et le confort, comme s'ils étaient encore parmi eux. Ce rituel, qui remonte à des siècles, a connu une évolution notable ces dernières années, intégrant des éléments modernes dans ses symboles. Aujourd'hui, les offrandes en papier représentent des objets de la vie contemporaine. Smartphones, tablettes, ordinateurs portables, voitures de luxe, villas à plusieurs étages, ainsi que des cartes de crédit et des relevés bancaires affichant des soldes atteignant des milliards de yuans. Il est désormais courant de penser que les ancêtres dans l'au-delà doivent aussi suivre le rythme de leur époque, bénéficiant des mêmes luxes que leurs descendants. Cette nouvelle orientation a permis à un marché gigantesque de se développer autour du papier rituel. Pour organiser le mariage de leur enfant, certains parents mettent en place des panneaux d'information spécifiques, soigneusement conçus pour rassembler des données essentielles. Sur ces tableaux, ils inscrivent avec minutie l'âge, le niveau d'études, la profession, le revenu, ainsi que les attentes qu'ils nourrissent vis-à-vis d'un futur conjoint. Bien que cette démarche soit empreinte d'une certaine simplicité informelle, elle ne manque pas d'attirer chaque semaine un grand nombre de participants, surtout lors des week-ends où les parents disposent généralement de plus de temps libre pour venir et échanger. Malgré la popularité croissante des applications de rencontres en ligne, le marché du mariage traditionnel en Chine continue de prospérer, conservant une place importante dans la société. Beaucoup de parents considèrent cette méthode comme un moyen efficace d'accélérer la recherche d'un partenaire adapté pour leur enfant, leur permettant d'éviter l'épreuve longue et parfois infructueuse des démarches personnelles. En effet, la jeunesse contemporaine est souvent absorbée par ses carrières, ses études ou ses ambitions professionnelles, ce qui limite leur disponibilité et leur aisance dans la recherche active d'un conjoint. De plus, il manque parfois des compétences sociales nécessaires pour établir des contacts ou pour se présenter sous leur meilleur jour dans un contexte de rencontre. Dans ce contexte, l'implication des parents dans la vie sentimentale de leur enfant, par le biais de ce marché matrimonial, suscite néanmoins de vives controverses. Nombreux sont ceux qui ressentent une pression considérable et une gêne face à la mise en avant de leur vie privée dans un espace public, où chaque détail personnel devient sujet à l'observation et au jugement. Bien que la jeune génération aspire de plus en plus à prendre ses propres décisions concernant sa vie amoureuse, les parents traditionnels considèrent encore qu'il leur incombe de jouer un rôle actif dans cette démarche. Cette attitude est profondément ancrée dans les valeurs ancestrales chinoises, où la famille, la continuité et la reproduction occupent une place centrale. Par ailleurs, cette pratique est également influencée par un déséquilibre démographique marqué, notamment un rapport homme-femme désastreusement déséquilibré, qui accentue la pression pour se marier avant un certain âge imposé par la société. Quant à la tombe de Qin Shi Huang, elle se cache sous la terre dans la province du Shanxi, en Chine, dissimulant l'un des monuments les plus grandioses et mystérieux de l'histoire humaine. Construit pour accueillir le mausolée du premier empereur qui unifia le pays en 221 avant notre ère, cet édifice impose par sa taille et sa complexité. Pour les Chinois, la victoire sur les ennemis dans le monde terrestre ne représentait qu'une étape provisoire, une victoire momentanée. L'empereur Qin Shi Huang savait qu'il devait aussi faire face à ses adversaires dans l'au-delà, car la croyance en la permanence de la vie après la mort était profondément ancrée dans leur culture. C'est cette crainte qui l'incita à lancer, dès son accession au pouvoir, la construction d'un mausolée monumental entouré d'une armée de statues de terre cuite pour assurer sa sécurité dans l'au-delà. Plus de 8000 soldats grandeur nature, entièrement modelés en terre cuite, armés et prêts à défendre leur souverain, furent créés et orientés vers l'Est. Cette direction étant considérée comme celle par où pouvaient apparaître d'éventuels ennemis.
La réalisation de cette œuvre colossale dura près de 38 ans, mobilisant environ 700 000 ouvriers de tous horizons. La superficie du site dépasse les 213 hectares et la profondeur du tombeau équivaut à celle d'un bâtiment de 10 étages. Ce lieu ne se limite pas à une simple sépulture, mais constitue un véritable palais souterrain, reproduisant la vie terrestre dans un espace souterrain. À l'intérieur furent installés des pièges à flèches automatiques et des dispositifs de sécurité sophistiqués, notamment des niveaux de mercure mesurés à 280 fois la limite légale, destinés à dissuader tout intrus ou pilleur. Selon certaines sources historiques, le tombeau aurait été éclairé par des lampes alimentées à l'huile de poisson et aurait même abrité des lampes légendaires, dites lampes de sirène, censées brûler à jamais, une affirmation que la science n'a pas encore pu confirmer. Reconnu comme un patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, cet ensemble exceptionnel possède une valeur historique, culturelle et artistique inestimable. Chaque année, entre 1 800 000 et 2 millions de touristes visitent la surface du site, ce qui génère des revenus considérables pour la région. Plus de 2 millénaires se sont écoulés depuis l'érection de ce monument. Et pourtant, il demeure l'un des mystères les plus profonds et énigmatiques de notre planète. Son existence continue d'émerveiller, de fasciner et de susciter des questions qui restent sans réponse. Symbole d'un empire puissant et ambitieux, il témoigne de rêves d'immortalité, d'une grandeur qui n'a jamais voulu mourir, et d'un souverain dont la soif de domination semblait insatiable. La grandeur de cette civilisation ancienne, ses réalisations architecturales, ses innovations, tout cela forme un récit qui traverse les siècles sans s'effacer. La pierre, le temps et l'histoire se mêlent pour donner naissance à une œuvre qui incarne à la fois la puissance et la fragilité de l'éternité. La question demeure, comment une civilisation aussi formidable a-t-elle pu laisser derrière elle un tel mystère, à la fois si visible et si énigmatique? La réponse, peut-être, réside dans la complexité d'un passé qui continue de défier notre compréhension, un héritage dont l'écho résonne encore aujourd'hui. En Chine, la culture du 9-9 s'est imposée comme un symbole extrême de dévouement et de loyauté envers l'entreprise. Cette pratique, qui consiste à travailler 18 heures par jour, reflète une vision démesurée du devoir professionnel, où la frontière entre engagement et aliénation devient floue. La mentalité qui prévaut dans ce contexte pousse à une forme d'endoctrinement subtil, comparable à celui des artistes de la persuasion ou des maîtres en manipulation mentale. Les employés, dès leur recrutement, sont soumis à des exigences de plus en plus élevées. Pour espérer décrocher un emploi, les candidats de moins de 35 ans doivent désormais posséder un triple ensemble de qualifications, 2 maîtrises, un doctorat et de nombreux autres diplômes. La compétition est féroce. Chaque année, des centaines de milliers de jeunes diplômés patientent dans l'attente de leur tour, prêts à faire face à cette jungle impitoyable. Pourtant, paradoxalement, tous ceux qui dépassent cet âge sont considérés comme éligibles sans condition, même si la législation du travail limite la semaine à 44 heures. Une fois intégrés dans cette machine, les salariés se voient imposer un horaire démentiel, de 9 heures du matin à 9 heures du soir, 6 jours sur 7, parfois même jusqu'à 1 heure du matin, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La fatigue, la surcharge mentale, l'épuisement deviennent la norme. Toute contestation est interdite car le système dispose d'une réserve infinie de remplaçants prêts à prendre la place de celui qui oserait se rebeller. Après la journée de travail, le moment censé favoriser la cohésion sociale se transforme en une séance de consommation forcée d'alcool fort, souvent à 20 ou 60 degrés. Les employés sont contraints de boire jusqu'à l'ébriété, leur visage rougissant sous la pression, certains finissant à l'hôpital pour des saignements d'estomac ou d'autres blessures. Ceux qui refusent
sont considérés comme impolis ou déshonorés et risquent non seulement leur réputation, mais aussi leur emploi. Beaucoup signent des accords de confidentialité pour étouffer ces abus, et les avocats hésitent à défendre ces causes face à la puissance des grandes entreprises. La peur, la résignation et la soumission deviennent leur seul refuge. Des géants comme Alibaba ou Huawei, autrefois fiers de leur engagement dans la culture du 9-9, ont été contraints, suite à des conflits avec le Parti communiste, de condamner publiquement cette pratique. Pourtant, dans les coulisses, la pression demeure intacte. La crise du marché du travail, exacerbée par la pandémie, a entraîné une chute dramatique du nombre d'emplois hautement qualifiés. Beaucoup, las de cette routine de bureau, se reconvertissent en livreurs, en ouvriers sur les chaînes de montage, ou se contentent de faire semblant d'aller travailler. Certains arrivent au bureau à 8 heures du matin, puis se réfugient dans une bibliothèque, dans leur voiture ou dans une pièce louée, afin d'échapper à la pression jusqu'à la fin de la journée. D'autres, licenciés ou incapables de retourner dans leur village natal sous la pression familiale, errent dans les parcs, à la recherche d'un emploi ponctuel pour quelques sous, risquant de finir à la rue. Cette culture du travail omniprésente, où la productivité et le profit sont placés au-dessus de la vie et des droits fondamentaux des travailleurs, pousse la jeunesse intellectuelle chinoise à faire un choix. La longueur du Yangtze dépasse 6000 km, ce qui en fait l'un des plus longs fleuves de la planète. Mais au-delà de sa dimension géographique impressionnante, le Yangtze incarne également une véritable richesse culturelle, économique et sociale pour la Chine, un trésor inestimable dont l'importance dépasse de loin sa simple présence physique. Son bassin, s'étendant sur plus de 1 800 000 km², représente plus de 18% du territoire chinois, une superficie colossale qui abrite la vie de plus de 550 millions d'habitants, soit environ 40% de la population totale du pays. Ce fleuve constitue une source vitale d'eau douce, un habitat pour une multitude d'espèces aquatiques, un levier pour l'irrigation agricole, ainsi qu'un moyen de transport essentiel pour le déplacement des marchandises entre différentes régions. Il joue un rôle central dans le développement de métropoles majeures telles que Wuhan ou Shanghai, qui ont prospéré en grande partie grâce à ses eaux et à ses ressources. Toutefois, cette richesse naturelle a été gravement menacée par des décennies d'exploitation intensive, tant agricole qu'industrielle, qui ont conduit à une pollution alarmante du fleuve. La qualité de ces eaux s'est détériorée sous l'effet d'un déversement massif d'eaux usées, de métaux lourds et de déchets divers, mettant en péril l'approvisionnement en eau potable de millions de résidents locaux. En 2016, des données particulièrement préoccupantes ont été enregistrées. Le Yangtze représentait alors 43% des eaux usées totales rejetées en Chine et 60% des métaux lourds présents dans le pays. La destruction des écosystèmes naturels, causée par cette pollution et par l'aménagement du territoire, a entraîné une chute vertigineuse des populations de poissons. Si, en 1954, la pêche atteignait 45 000 tonnes, aujourd'hui, cette quantité a chuté à moins de 100 000 tonnes, signe d'un déclin dramatique. Conscients de cette situation critique, les écologistes ont imposé des interdictions de pêche à long terme afin de donner au fleuve une chance de se régénérer. Par ailleurs, de grands projets hydroélectriques, comme le célèbre barrage des Trois Gorges, ont suscité de vives controverses. Ce dernier, avec une capacité de production de 22 500 MW, génère une quantité d'électricité suffisante pour alimenter des millions de foyers, mais il a également provoqué le déplacement de plus d'1 million de personnes, la destruction de paysages naturels, la perturbation d'écosystèmes fragiles, et a accru le risque de glissement de terrain ainsi que de séismes. La situation se trouve encore aggravée par le changement climatique qui intensifie la fréquence et la gravité des sécheresses, des inondations et des événements météorologiques extrêmes. En réponse, le gouvernement chinois a mis en œuvre diverses politiques et programmes
visant à protéger le Yangtze, cherchant à concilier développement économique et préservation environnementale. Ce fleuve n'est pas seulement une ressource naturelle précieuse, mais aussi un symbole culturel et historique profondément enraciné dans l'identité du pays, fondement même du progrès économique de la Chine. La sauvegarde et la restauration du Yangtze sont essentielles non seulement pour assurer la subsistance de centaines de millions de personnes, mais aussi pour garantir la durabilité à long terme de toute la nation. En parallèle, dans l'histoire de la civilisation mondiale, la Chine occupe une place unique en tant que berceau de nombreuses inventions qui ont profondément transformé l'humanité. Parmi ces innovations, 4 se distinguent particulièrement, non seulement par leur ingéniosité, mais aussi par leur influence mondiale durable. Ces 4 inventions majeures sont la boussole, la poudre à canon, le papier et la technologie de l'imprimerie. Les anciens Chinois découvrirent très tôt les propriétés magnétiques de la magnétite, une roche naturellement magnétique, ce qui leur permit, dès la période des royaumes combattants, au IIe siècle avant notre ère, de créer la première boussole. Initialement utilisée comme un outil de divination, cette invention fut rapidement adoptée pour la navigation en mer, permettant aux marins chinois de s'orienter avec précision lors de leurs longues traversées. Grâce à cette avancée, la Chine élargit ses échanges commerciaux et favorisa le développement de la route de la soie, reliant l'Empire du Milieu au vaste territoire de l'Asie et au-delà. La poudre à canon fit son apparition durant la dynastie Tang, au 8e siècle, résultat des expérimentations d'alchimistes chinois à la recherche de l'élixir de L. Dans l'Antiquité, les peuples chinois utilisaient des supports d'écriture, tels que des tablettes de bambou, des morceaux de soie ou encore des carapaces de tortue, matériaux précieux et difficiles à conserver, ce qui limitait considérablement l'ampleur de la diffusion du savoir. Au fil des siècles, vers le IIe siècle avant notre ère, ils parvinrent à concevoir les premiers exemples de papier, bien que cette invention présentât encore de nombreuses lacunes et imperfections. Cependant, dès l'année 105 après Jésus-Christ, sous la dynastie des Han, un courtisé de la cour du nom de Caïloun apporta une amélioration capitale à cette matière fragile en augmentant la qualité, tout en rendant sa fabrication accessible à un plus grand nombre. Cette avancée marqua une étape essentielle dans l'histoire de l'humanité. D'autant plus qu'il est intéressant de constater que le papier toilette que nous utilisons quotidiennement trouve également ses origines en Chine, dans une tradition millénaire d'inventions liées à la gestion de l'hygiène. Par ailleurs, la technologie de l'imprimerie, qui allait révolutionner la transmission du savoir, commença par des procédés de gravure sur bois. La technique de l'impression sur bois, connue sous le nom de xylographie, se développa durant la dynastie Tang, qui régna du VIe au Xe siècle. Elle permit la reproduction de textes et d'images avec une précision impressionnante pour l'époque, facilitant ainsi la diffusion de la culture. Au Xe siècle, lors de la dynastie des Song du Nord, un inventeur du nom de Bisheng perfectionna cette technique en inventant l'imprimerie à caractère mobile, utilisant des pièces interchangeables en argile ou en bois. Cette innovation majeure ouvrit la voie à la production en série de livres, rendant la connaissance accessible à un public plus large et favorisant la circulation des idées à une échelle sans précédent. En évoquant la grandeur de la Chine, il est impossible de ne pas mentionner la formidable forteresse qu'est la Grande Muraille. Ce chef-d'œuvre architectural, symbole indélébile de la civilisation chinoise ancienne, incarne à la fois la force, la résilience et la vision stratégique de ses bâtisseurs. S'étendant sur plus de 21 000 km, cette muraille colossale serpente à travers des terrains variés, des montagnes escarpées, des déserts arides et des plaines vastes, évoquant un gigantesque dragon de pierre, veillant sur le pays et le protégeant des invasions venues du nord. La construction de cette frontière mythique débuta au IIe siècle avant notre ère, sous le règne de l'empereur Qin Shi Huang, qui souhaitait unir et fortifier l'empire naissant face aux menaces extérieures.
Elle fut ensuite agrandie et consolidée à plusieurs reprises, notamment durant la dynastie Ming, par des artisans utilisant des pierres massives, des briques et de la terre battue pour ériger une muraille qui dépasse encore aujourd'hui l'imagination de ses visiteurs. Au-delà de sa fonction défensive, la muraille servit également de voie commerciale, de pont culturel et de symbole spirituel, permettant aux différentes ethnies et régions de communiquer, d'échanger des marchandises, des idées et des croyances. Aujourd'hui, la Grande Muraille attire chaque année des millions de touristes venus du monde entier, séduits par sa majesté et la richesse de son histoire. Elle a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1987, consacrant sa valeur universelle. Parmi les sites les plus prisés pour leur accessibilité et leur bonne conservation figurent Badaling et Mutianyu, où les visiteurs peuvent aisément accéder aux sections restaurées, équipées pour leur confort. La visite implique souvent de gravir des escaliers escarpés et irréguliers, ce qui exige de porter des chaussures confortables, car le parcours peut s'avérer exigeant physiquement. Le climat, également, peut changer rapidement, rendant impératif de prévoir des vêtements adaptés. Dans cet endroit chargé d'histoire, chaque pierre raconte une épopée, chaque souffle de vent semble porter la voix des anciens, et l'on ressent intensément la présence du passé. La grandeur de la muraille ne se limite pas à son aspect architectural. Elle incarne aussi l'esprit indomptable d'une civilisation qui, à travers ses murailles, a voulu laisser une empreinte durable dans l'histoire du monde. Ce lieu reste une étape incontournable pour tous ceux qui aiment voyager, explorer et ressentir la magie d'un site qui mêle nature et héritage culturel avec une intensité rare. La muraille de Chine, par sa splendeur, continue de fasciner et d'émerveiller tous ceux qui la contemplent. Des villes entières restent désertes. Leurs gratte-ciel abandonnés s'élèvent dans un silence oppressant, presque sinistre, où chaque rue semble figée dans une immobilité inquiétante, dépourvue de la moindre trace de vie ou de mouvement. Parmi ces paysages désolés, Ordos occupe une place particulière. Cette cité neuve, bâtie au cœur des vastes et arides mines de charbon de la Mongolie intérieure. Son origine remonte à une ambition démesurée, celle d'ériger une métropole moderne, symbole du développement chinois, censée accueillir environ 1 million d'habitants. Pourtant, plus d'une décennie s'est écoulée depuis sa naissance, et la population réelle ne dépasse guère les 100 000 âmes, un chiffre bien en deçà des attentes initiales. La plupart des appartements, de l'ordre de 80 à 90%, appartiennent désormais à des investisseurs qui espèrent tirer profit de leur possession, alors que les véritables acheteurs, ceux qui souhaiteraient réellement vivre ici, se montrent presque inexistants. La situation est emblématique d'un phénomène bien plus vaste. En tout, la Chine recense environ 65 millions d'appartements vides, un volume suffisant pour loger l'intégralité de la population française dans ses moindres recoins, ses tours et ses quartiers abandonnés. La raison principale de cette démesure réside dans la perception que les Chinois ont de l'immobilier. Ils le considèrent comme une valeur sûre, une forme d'investissement à la fois sûre et flexible, capable de préserver leur capital dans un contexte où leur liberté d'investir à l'étranger reste limitée. La priorité est donc donnée à la construction et à la détention de biens immobiliers plutôt qu'à la consommation ou à la résidence réelle. Au-delà de quelques villes, ce phénomène s'étend à des régions entières, voire à des mégapoles où l'on trouve des quartiers complètement désertés, des quartiers fantômes où l'on ne croise ni habitants ni activités. Prenons Kunming, par exemple, cette ville ensoleillée, autrefois réputée pour sa douceur de vivre, qui a vu certains de ses quartiers abandonnés, et où, en 2021, 15 tours ont été démolies après que le promoteur immobilier eut épuisé ses fonds. Ou encore Evergrande, cette entreprise chinoise autrefois florissante, dont les friches commerciales, les centres de garde d'enfants et même certains hôpitaux ont fermé leurs portes, submergés par une dette colossale de 300 milliards de dollars.
Ces exemples illustrent la complexité du problème. Des districts entiers, souvent conçus comme des utopies urbaines, restent vides ou en déclin, tels que ces faux Paris construits à Ujia, avec leurs répliques de la Tour Eiffel, de l'Arc de Triomphe et leurs rues à la française. Cependant, ces sites n'attirent que quelques touristes de Shanghai et n'abritent aucune communauté véritable. De même, Ujia, prétendu Manhattan chinois, demeure silencieuse, abandonnée, ses centres commerciaux et ses cinémas, comme celui d'IMAX, fermés depuis longtemps. Times City, à la périphérie de Shanghai, se veut une copie de Londres avec ses cabines téléphoniques rouges, ses pubs anglais et ses fish and chips, mais en réalité, il ne vit que dans l'imaginaire, car étudiants et enseignants ne peuvent s'y loger décemment. Pourtant, dans cette région, une lueur d'espoir a fini par apparaître à Chenggong, dans la province du Yunnan. Autrefois simple terrain vague destiné à accueillir une ville sans habitants, cet endroit a connu une métamorphose inattendue. Lors des hivers, il s'anime. La ville se remplit de vie grâce à la présence d'étudiants provenant de 7 universités différentes. Une véritable renaissance s'y opère, avec l'ouverture de boutiques Zara et H&M, de marchés nocturnes animés et de cafés chaleureux où l'on peut se détendre après une journée bien remplie. La ville semble avoir brisé le sort qui l'a condamnée à l'inertie, insufflant un nouveau souffle à cet espace autrefois désert. Plus à l'est, le district de Pudong, en face de Shanghai, représente un autre exemple de réussite inattendue. Dans les années 90, le magazine The Economist avait critiqué cette zone, la qualifiant de monument vaniteux érigé pour un pharaon déchu, une folie architecturale sans avenir. En 2018, 70% des bâtiments y étaient encore vides, témoins d'un projet ambitieux, le Feng Shui, profondément enraciné dans la civilisation chinoise qui s'étend sur plus de 1000 ans, demeure un art mystérieux et énigmatique, mêlant avec subtilité la philosophie du yin et du yang, les 5 éléments fondamentaux, ainsi que les énergies spirituelles provenant de la terre et du ciel. Cette pratique ancestrale est souvent perçue comme une sorte de boussole spirituelle, un guide invisible qui oriente non seulement la conception des espaces bâtis et la localisation des lieux de stockage, mais qui, selon la croyance populaire, détient aussi le pouvoir d'influencer le destin d'un individu, d'une famille tout entière, voire d'une dynastie dans son ensemble. La légende raconte que le Feng Shui aurait vu le jour à l'époque du légendaire empereur jaune, lorsque celui-ci consulta un maître émérite pour localiser les veines de dragon, ces lignes d'énergie souterraine qui parcourent la Terre, afin de bâtir un palais digne de son pouvoir. La réussite de cette entreprise aurait été à l'origine de l'unification de tout l'Empire, symbolisant ainsi la puissance de cette pratique dans l'histoire chinoise. Au fil des siècles, notamment durant les dynasties Tang et Song, le Feng Shui connut un essor considérable, donnant naissance à plusieurs écoles distinctes, telles que celle du dragon de la tête, de l'Iqi ou encore du Xuankong Feixing. Aujourd'hui encore, les maîtres de Feng Shui jouent un rôle essentiel dans la société, conservant leur influence et leur prestige. Ainsi, le maître Léon Tai-Wei, connu à Hong Kong sous le nom de Master No One Feng Shui, a conseillé de nombreux milliardaires, parmi lesquels Li Ka-shing, ainsi que des personnalités politiques de haut rang. Une autre figure notable est celle de Master Sun Da-lin, réputé pour avoir aidé un magnate de l'immobilier hongkongais à inverser le cours de son destin. En modifiant simplement l'orientation de la porte principale d'une bâtisse, il parvint à transformer radicalement la vie de son client, lui apportant succès et prospérité. Si beaucoup considèrent encore cette discipline comme une superstition, pour les hommes d'affaires et les responsables politiques chinois, le Feng Shui demeure un outil crucial, déterminant souvent la réussite ou l'échec, la richesse ou la pauvreté. En orientant la circulation des énergies, en protégeant le futur des générations, cette pratique relie de manière intangible le monde tangible au monde spirituel.
Comme on le dit souvent, seuls ceux qui sont favorisés par le destin peuvent en percevoir tous les secrets et en révéler la véritable essence. Le concept de la politique de l'enfant unique, qui a marqué la Chine pendant plus de 35 années, constitue une étape majeure de l'histoire moderne du pays, laissant derrière lui un héritage complexe et durable. Instituée en 1980, cette politique visait à maîtriser la croissance démographique effervescente, à prévenir les pénuries alimentaires et à assurer un développement économique soutenu. Cependant, après plus de 3 décennies de mise en œuvre, ces effets à long terme se sont révélés nombreux et souvent difficiles à gérer. Tout d'abord, des centaines de millions d'individus ont grandi en étant enfants uniques, se retrouvant à constituer une génération sans frères ni sœurs, portant sur leur épaule la lourde responsabilité de prendre soin de leurs parents et grands-parents âgés. Ce modèle familial, souvent résumé par la formule « un seul enfant, 4 grands-parents, 2 parents », s'est transformé en un véritable fardeau financier et émotionnel pour beaucoup, surtout dans un contexte où le soutien social est limité ou insuffisant. Par ailleurs, cette politique a engendré un déséquilibre profond entre les sexes, en raison de la préférence traditionnelle accordée aux fils, considérés comme garantes de la continuité familiale et du soutien futur. Ce favoritisme a conduit à une pénurie croissante de femmes, avec pour conséquence une société où, d'ici à l'année 1950, presque un tiers de la population chinoise pourrait se retrouver sans frère ni sœur, et un nombre important d'hommes sans épouse. Cette situation pourrait donner naissance à de nombreux problèmes sociaux, tels que l'isolement, la dépression, voire une hausse de la criminalité. Sur le plan économique, les répercussions sont tout aussi significatives. La diminution du nombre de jeunes actifs, la réduction de la créativité et de l'innovation, et la contraction de la main-d'œuvre risquent de freiner considérablement la croissance du pays. En somme, cette politique, conçue pour des raisons pragmatiques, a laissé derrière elle une empreinte profonde, influant sur la structure démographique, sociale et économique de la Chine contemporaine. Pendant longtemps, la politique de l'enfant unique en Chine a été perçue comme une mesure d'urgence, une réponse immédiate aux pressions démographiques croissantes. Elle avait été instaurée dans l'espoir de ralentir la croissance démographique rapide afin de préserver les ressources du pays et d'assurer une stabilité économique à court terme. Cependant, ce dispositif strict, qui limitait chaque famille à un seul enfant, a fini par laisser derrière lui une empreinte profonde et durable, dont les effets négatifs se font sentir bien au-delà de ses objectifs initiaux. Les conséquences de cette politique ont évolué avec le temps, révélant des défis complexes pour le développement durable de la nation chinoise. La diminution drastique du taux de natalité a entraîné un vieillissement accéléré de la population, avec une proportion croissante de personnes âgées confrontées à des systèmes de santé et de sécurité sociale sous pression. La disparition progressive des jeunes générations a également créé un déséquilibre démographique, déséquilibre qui menace désormais la croissance économique et la stabilité sociale. Les familles qui ont pu avoir un seul enfant ont souvent vécu dans la crainte constante de ne pas pouvoir agrandir leur famille, ce qui a contribué à un déclin de la dynamique familiale traditionnelle. La société chinoise, autrefois centrée sur la famille nombreuse, doit désormais faire face à des défis nouveaux. Une pénurie de main-d'œuvre, une augmentation des coûts liés aux soins pour les personnes âgées et une transformation profonde des valeurs sociales. Les autorités ont tenté de corriger ces déséquilibres en assouplissant la politique, permettant à certaines familles d'avoir un second ou même un troisième enfant. Mais ces mesures tardives n'ont pas suffi à inverser la tendance. La société doit maintenant s'adapter à une réalité où la croissance démographique ralentit de manière irréversible, imposant de repenser complètement les stratégies de développement pour assurer un avenir viable. Les enjeux liés à cette politique dépassent le simple cadre démographique. Ils touchent à la structure même de la société, à ses valeurs et à ses modèles économiques. La Chine,
confrontée à ces défis de taille, doit désormais envisager des solutions innovantes pour faire face à cette nouvelle configuration, tout en cherchant à préserver la cohésion sociale et à garantir un avenir équilibré pour ses citoyens.